Comment ça va les potos? Aujourd'hui, dernière vidéo d'analyse sur l'arc du quartier des plaisirs. Donc tu l'as compris, on va traiter non pas un ou deux épisodes, mais bien 3. Et en plus les gars, il y a une nouvelle intro. Évidemment, vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant ça, je veux rapidement revenir sur une chose. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, frustrés, voire même énervés à la suite de la vidéo de la semaine dernière. Mais les potos, faut que vous compreniez une chose. Ça fait maintenant quasiment un an que je sors au minimum une vidéo par semaine. Et mon poteau, je sais pas si tu le sais, mais je suis pas rémunéré pour ça. Du moins pas encore, mais tu te doutes quand même que c'est un objectif. Et que ce soit clair, je suis pas en train de me plaindre. Mais je veux que tu saches que c'est quand même 15 à 20 heures de travail par semaine. Donc essaie de comprendre quand j'essaie de me donner un petit peu plus de visibilité. Parenthèse faite, on enchaîne. Commençons avec l'épisode 9 qui traite de chapitre et demi. Le 90, je te remercie. Le 91, changement de plan. Et le 92, vermine, nulard, stupide trouillard. Il est gaulerie le titre du chapitre 92 quand même. Enfin bref. Du coup, pour remettre dans le contexte, on est en plein milieu du combat contre Gyotaro. Uzui et Tanjiro semblent brièvement avoir repris le dessus, notamment grâce à l'intervention d'Inatsuru. Et justement, parlons rapidement de ces kunai, parce que leur effet n'est pas anodin. Il faut d'ailleurs savoir que ça met une fois de plus en lumière les pouvoirs de Gyotaro, qui est capable, comme tu l'as vu, d'évacuer un poison qu'il a assimilé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que s'il avait pas été capable de ça, le combat serait terminé à ce moment-là. Parce que malgré leur passif de ninja, ces kunai sont vraiment faits pour combattre des démons. En l'occurrence, les potos, c'est bon de savoir qu'un kunai peut paralyser un démon lambda pendant une demi-journée. Une demi-journée. Mais la nuit, c'est même pas une demi-journée. Ça veut dire que Tengen, en bon ninja qu'il est, il pourra affronter une armée de démons lambda, jouer au kunai, c'est comme les fléchettes mais c'est avec des kunai. Le but étant de toucher tous les démons et les laisser là jusqu'au lever du soleil. Le mec a même pas à les décapiter. Donc c'est plutôt puissant dans la mesure où ça peut même bloquer les mouvements d'une lune inférieure. Et d'ailleurs c'est tellement puissant que ça aura encore une utilité plus tard, comme tu le sais déjà mon poteau. Ensuite parlons d'une scène ajoutée, et plus précisément de la scène où Tengen est sur la tombe de ses frères et sœurs. Ça encore une fois c'est une bonne scène ajoutée. On ressent toute l'émotion, les regrets mais aussi la détermination de Tengen. Cette scène est vraiment très bien. Pour le reste de cet épisode c'est sensiblement égal au manga. Mais on va quand même revenir sur une chose, et on va parler d'Inosuke. Déjà mon poteau, si tu te souviens, j'avais dit quelque chose dans l'analyse des épisodes 7 et 8. D'ailleurs, parlons un peu d'Inosuke. Sachez qu'il y a toute une scène qui a été enlevée de l'anime. Scène dans laquelle on voit le passé d'Inosuke. Mais le passé quoi. Quand il était encore tout petit. J'ai hésité à vous en parler parce que c'est des choses importantes, mais je vais pas le faire. Parce que vu ce qui se passe dans l'épisode 9, il y a de fortes chances pour que ce soit en début d'épisode 10. Donc au pire, on en parlera la prochaine fois. Bon bah là, on est la prochaine fois et ils en ont pas parlé. Du coup, je vais le faire. Et donc, je vais te résumer rapidement ce qui est dit sur le passé d'Inosuke. Pour commencer, il a bel et bien été éduqué par un sanglier. Et la raison pourrait être tout simplement que la maman sanglier ait perdu ses petits. Et ce flashback traite la raison pour laquelle Inosuke sait parler. Parce qu'effectivement, un enfant qui aurait grandi dans les montagnes et pas exposé à un langage pourrait effectivement avoir du mal à communiquer. Mais comme tu le sais, c'est pas le cas d'Inosuke. Et il y a une raison à ça. Takahamaru et son grand-père vivaient isolés dans une montagne. Le premier veillait sur son aîné et faisait son maximum pour subvenir à ses besoins. Jusqu'au jour où il trouva son grand-père en train de nourrir un animal étrange. Cet animal étant nul autre qu'Inosuke. Bien malin, ce dernier squattait de plus en plus pour trouver de la nourriture. Et ça ressemble légèrement au début d'une fable. Mais bref, le grand-père à la sénilité grandissante l'accueillait régulièrement et lui lisait des poèmes. Mais son petit-fils plus réticent avait pris l'habitude de le chasser. Jusqu'au jour où Inosuke, âgé de quelques années à ce moment-là, lui mit un grand kick dans la bouche et lui donna des ordres. Il a donc appris à parler à ce moment-là avec une vitesse fulgurante. La raison pour laquelle je te parle aussi de ça, malgré le fait qu'ils ont coupé cette scène qui est selon moi très intéressante, c'est pour que tu comprennes bien qu'Inosuke est probablement le plus grand autodidacte de l'œuvre et qu'il a vraiment un instinct surréaliste. Du coup, on va revenir dans le présent et plus précisément sur la scène où Gyotaro lui transperce le cœur. Parce que oui, il a bel et bien visé le cœur. Bon ça, normalement tu l'as compris, Inosuke a une souplesse telle qu'il peut déplacer ses organes. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle il a survécu. Tout simplement parce que Gyotaro est beaucoup plus rapide. Du coup, ce qui a joué en la faveur d'Inosuke, c'est son instinct. C'est pas dit, mais selon moi, il a senti Gyotaro arriver. Et donc il a eu le temps in extremis de déplacer son cœur. Sans son instinct, il était fichu. C'est bel et bien la combinaison de ces deux choses qui l'ont sauvé. Et on passe à l'épisode 10 qui traite lui aussi de chapitre et demi. Le 92, le 93 n'abandonne pas et le 94 fait quelque chose. Et pour le coup, on va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal d'informations qui ont été changées ou tout simplement oubliées. Déjà, il y a une petite erreur de traduction pendant l'échange entre Nezuko et son frère. Mais cette petite erreur change quand même le sens de la phrase. Lorsqu'elle essaie de faire comprendre à Tanjiro qu'il est pas responsable de tous ses échecs, elle prend leur père pour exemple. Mais sauf que dans l'anime, elle lui dit, on dirait que tu en veux à papa d'avoir succombé à la maladie. Mais en vrai, c'est pas ça qu'elle lui dit. Parce que c'est vraiment violent et pour le coup, ça ressemble pas à Nezuko. Dans le manga, elle lui dit, c'est comme dire que c'était mal de la part de papa de mourir de la maladie. Et dans ce sens-là, elle l'accuse pas. Elle lui donne cet argument pour qu'il comprenne qu'il peut pas tout maîtriser en fait. Et donc il peut pas s'en vouloir à chaque fois qu'il perd un combat. Ensuite, autre information, et ça va faire écho à ma vidéo sur Gyotaro que je t'invite à aller voir. Il faut comprendre que pour Gyotaro, Uzui Tengen est faible. Je suis désolé les potos. Par rapport à Gyotaro, Uzui Tengen est faible, c'est une certitude en fait. Je le précise parce qu'à côté de ça, Uzui Tengen est très fort. Mais en termes de niveau, entre lui et Gyotaro, il y a un monde. C'est le travail collectif qui a fait qu'ils ont réussi à en venir à bout. Mais encore une fois, si tu veux plus d'informations à ce sujet, je te mets la vidéo sur Gyotaro en description. Mais c'était quand même
même bon de le repréciser parce que dans l'animé, les paroles de Gyotaro peuvent laisser penser l'inverse. Alors que je te garantis que dans le manga, il est très clair à ce niveau-là. On va revenir sur Tengen plus tard. Mais avant ça, parlons de Tanjiro. Ah, c'est sûr, il t'a mis le doute. Avoue, tu t'es dit, bah Tanjiro, bah non, pas toi, pas comme ça. Même moi, j'ai eu le doute alors que je connaissais la suite. Mais cette scène là où il court, c'est juste pour provoquer l'émotion. Parce qu'en vrai, dans le manga, bah Tanjiro il court pas, poto. Il ouvre le sachet parfumé pendant que Gyotaro lui fait son discours. Et le kunai, c'est Inatsuru qui lui a donné plus tôt. Ensuite, un autre petit détail. Daki, elle a quand même bien compris que Zenitsu était un garçon. Dans l'animé, je pense tout simplement que c'est une faute de traduction. Et maintenant, on va revenir à Tengen. Et plus précisément sur son souffle du son. Parce qu'à ce niveau-là, dans l'animé, ils ont donné aucune explication. Hein. Et franchement, je leur en veux pas. Parce qu'au milieu de cette animation incroyable, c'était compliqué à placer. À savoir qu'Uzui Tengen a une stratégie de combat. Tout le début du combat contre Gyotaro servait à la préparation de sa partition. Le point faible, c'est tout simplement qu'il faut beaucoup de temps pour la préparer. Et c'est justement ce point faible qui fait qu'il a pas surpassé Gyotaro. A l'inverse, il y a deux points forts dans sa technique. Un défensif et un offensif. Je t'explique. T'as dû comprendre que la partition permettait au pilier du son de transformer les coups adverses en notes de musique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais essayer de t'expliquer ça avec mes mots. Et du coup, je vais imager avec des instruments. S'il entend un bruit de guitare, il sait par exemple que Gyotaro va utiliser son déchaînement d'arc démoniaque. Et donc il va pouvoir anticiper et contrer. S'il entend un bruit de flûte traversière, il sait qu'il va attaquer de telle autre manière. Et donc pareil, il va pouvoir se défendre. Voilà, ça c'est pour la question défensive. Et c'est même plus poussé que ce que j'essaie de t'expliquer là. C'est comme si un boxeur pouvait anticiper un crochet ou un uppercut. Pour ce qui est de l'offensif maintenant, et c'est ça le plus intéressant dans le pouvoir de Uzui Tengen, il peut savoir exactement quand contre-attaquer. Tout simplement, et encore une fois on va imager, les courts laps de temps où il entend aucun son, aucune musique si tu préfères, c'est dans ces laps de temps qu'il y a une ouverture pour contre-attaquer. J'espère que j'ai été assez clair les potos, parce que c'est pas évident à expliquer. Pour en finir avec cet épisode, parlons des compétences de Gyotaro, à savoir qu'il peut combattre et en même temps manipuler sa sœur. Autant dire qu'il peut combattre sur deux fronts, accumuler les informations, les traiter, prendre des décisions les plus efficaces. Et il a développé cette compétence totalement à l'instinct. C'est notamment ce pouvoir qui fait que la différence de puissance est écrasante entre lui et les pourfendeurs. À noter également qu'il remarque le moment où Tanjiro développe la marque. Et je t'en dirai pas plus. Pas dans cette vidéo en tout cas. Mais Tanjiro a bel et bien développé la marque des pourfendeurs à ce moment-là et c'est ça qui lui a donné la force nécessaire pour décapiter Gyotaro. Cet épisode 10 c'était tout simplement un bonbon à la mangue. Pourquoi à la mangue? Bah c'est mon fruit préféré. Et oui, je lâche des vraies infos. Voilà, on passe à la suite. L'épisode 11 traite 3 chapitres, 95 derniers instants, 96 peu importe combien de fois je me réincarnerai partie 1, et 97 la partie 2, évidemment. Et ben mon poteau, je suis désolé de te dire ça, mais pour le coup ils ont vraiment très bien respecté, tellement que finalement moi j'ai pas grand chose à dire à ce niveau. Une chose c'est les traductions qui sont données sur Daki et Ume. Daki qui veut dire princesse déchue, et Ume qui veut dire prune, hormis le fait que ce soit la maladie qui ait tué leur mère, comme tu le sais déjà mon poteau. Mais tiens, pars pas tout de suite, je vais quand même te donner mon avis sur la question. Je sais que cet épisode a été pas mal critiqué, pour le temps qui était pas respecté pour certains, par ceux qui étaient frustrés de pas voir la réunion des lunes supérieures, et ça je peux le comprendre parce que moi aussi j'aurais bien aimé la voir, ou par ceux qui ont pas forcément aimé le rythme de l'épisode. Mais attendez, peut pas y avoir que la bagarre. Vraiment très important cet épisode. Pour ma part, c'est les chapitres qui ont fait que j'aime vraiment Gyotaro, même si déjà avant j'aimais bien son chara-design, son style, tout ça. On en apprend plus sur les pouvoirs de Nezuko. On voit un Uzui Tengen heureux d'avoir survécu, alors que peu de temps en arrière on le voyait prêt à mourir. Ces femmes, mais plus particulièrement le duo Suma-Makiwo, ça me fait beaucoup rire. Donc franchement cet épisode était parfait pour conclure la saison. Et de toute façon pour les Action Man, vous inquiétez pas, ça va vite redémarrer. Parce que s'ils adaptent la prochaine saison comme ils ont adapté celle-là, ça va être fou les potos. Voilà, cette vidéo était un peu plus longue que ce que je fais d'habitude, mais si elle t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer de la force. Avec un abonnement, un like, un partage, tu connais les bails. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。